Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la carte mentale associée à ce chapitre sur l'organisation de la cellule. Voici la carte mentale, alors elle est assez grande étant donné que ce chapitre est assez grand. Nous allons donc zoomer dessus pour pouvoir observer le titre donc, de cette carte mentale. Donc j'ai mis ici cellule en titre. Et on retrouve les différents points du plan, la notion de cellule, la microscopie, la cellule bactérienne, la cellule archéenne. Ensuite, on retrouve la cellule eucaryote et le dernier point qui concerne ici les virus. Donc nous allons reprendre avec le premier point et la notion de cellule. Donc nous avions commencé en disant que la cellule, c'est l'unité fondamentale du vivant. Tous les organismes sont constitués de cellules. Toute cellule provient de cellules préexistantes, ce qui forme la théorie cellulaire enrichie. Nous avons commencé en parlant de deux types d'organisation structurale, en insistant également sur le fait que ces deux types d'organisation structurale ne reflètent pas de réalité phylogénétique, elles ne reflètent pas de relations phylogénétiques. Donc les deux structures sont la structure prokaryote, qui est la plus ancienne, puisque l'apparition de cette structure est datée à 3,5 milliards d'années, qui est la plus simple sur le plan structural, puisque les cellules qui ont une structure prokaryote ont une membrane plasmique qui délimite un cytoplasme, qui contient une information génétique, des ribosomes et un cytosquelette, plus ou moins rudimentaire. Deux groupes d'organismes présentent une structure de cellules de type prokaryote qui sont les bactéries et les archées. Autre type de structure de cellules, la structure eucaryote. Nous avions dit que c'était la plus complexe sur un plan structural. On a dit que cette structure présente les mêmes éléments que ceux que l'on observe chez les prokaryotes, la membrane plasmique, le cytoplasme, l'information génétique, les ribosomes, le cytosquelette, mais qu'elle a en plus de la cellule de structure prokaryote des compartiments intracellulaires qui sont délimités par des membranes, exemple le noyau qui contient l'information génétique, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les mitochondries, les chloroplastes et ainsi de suite. Les cellules de structure prokaryote correspondent là à un groupe phylogénétique qui est le groupe des eucaryotes. Alors nous pouvons ensuite aborder donc les trois types de cellules qui sont la cellule bactérienne, la cellule archéenne, la cellule eucaryote, mais avant cela nous avions précisé quelques éléments de microscopie. Donc concernant la microscopie, nous étions partis de l'œil humain dont le pouvoir de résolution est de 0,1 mm. Vous vous souvenez l'histoire qui concerne donc ces lignes que l'on peut voir comme deux lignes séparées ou deux lignes qui n'en forment qu'une. Et puis le pouvoir de grossissement qui est de 1 pour cet œil humain. En microscopie optique, on peut observer des cellules vivantes ou des cellules mortes. On utilise les photons de la lumière visible qui vont traverser donc la coupe. Et la résolution est de 0,2 micromètre pour un grossissement de 1500 fois au maximum. La microscopie électronique à transmission, MET, permet d'observer seulement des cellules mortes. Les électrons sont utilisés dans cette microscopie électronique. Les électrons traversent la coupe. Les images obtenues ressemblent donc à des coupes. La résolution est de 0,2 nanomètres, mais en biologie, on dépasse rarement 1 à 2 nanomètres, puisqu'au-delà, le matériel présent sur la coupe sera abîmé par les électrons. Et le grossissement est de plusieurs millions de fois. Pour la microscopie électronique à balayage, on peut observer uniquement des cellules mortes. Dans ce cas-là, les électrons vont balayer la coupe. La résolution est de 10 nanomètres et le grossissement est de plusieurs millions de fois. Je vous avais ensuite donné la dimension moyenne des cellules, 1 micromètre pour les cellules bactériennes et archéennes, 10 micromètres pour les cellules eucaryotes. J'avais insisté sur la question du rapport surface sur volume, la surface étant le carré donc d'une dimension linéaire, le volume étant le cube d'une dimension linéaire. Et je vous ai dit que chez les êtres vivants, on observe une tendance à avoir donc ce rapport surface sur volume maximisé, puisqu'effectivement, plus la surface est importante, plus les échanges vont pouvoir être importants. Nous nous sommes ensuite penchés sur la cellule bactérienne. Alors la cellule bactérienne
C'est une cellule qui va présenter une certaine diversité, une diversité de taille, même si la taille est en moyenne de 1 micromètre, une diversité de formes sphériques, on parle de coque, en bâtonnet, on parle aussi de bacille, une forme courbée, une forme en spirale, avec aussi des changements de forme qui peuvent être possibles pour les bactéries. Bactéries qui peuvent avoir une vie isolée ou une vie en colonie et qui peuvent produire des endospores, qui sont des structures un peu de résistance, de survie, quand les conditions du milieu sont défavorables. La structure type d'une cellule bactérienne est la suivante. On a commencé en présentant l'enveloppe cellulaire, constituée par la membrane plasmique, elle-même constituée de lipides disposés en bicouches, qui sont des esters de glycérol. Membrane plasmique qui peut présenter des invaginations qui, lorsqu'elles sont présentes, vont présenter des spécialisations. Invagination et spécialisation étant possibles, mais n'étant pas présentes pour toutes les bactéries. Autour de cette membrane, on peut trouver une paroi qui va comprendre des peptidoglycanes, qui sont des substances spécifiques des bactéries, bien qu'elles puissent manquer chez certaines bactéries. En revanche, on ne les retrouve ni chez les archées, ni chez les eucaryotes. Les peptidoglycanes sont faits de sucre et d'acides aminés. On retrouve les acides aminés de type L classique, mais s'ajoutent aussi des acides aminés de type D. On identifie deux types de bactéries suivant leur réactivité à une coloration dite de Gram. Les bactéries dites Gram+, chez lesquelles les peptidoglycanes sont exposés et qui se colorent en violet, et les bactéries Gram-, chez lesquelles les peptidoglycanes sont cachés par une membrane externe qui s'ajoute et qui vont apparaître en rose rouge. Autour de la paroi, on peut trouver une capsule autour de laquelle on peut éventuellement trouver une couche mucoïde et éventuellement des couches S. On peut trouver des pili, pilus au singulier, ou fimbria, qui sont donc des tubes minces que l'on observe donc chez les bactéries et qui vont pouvoir permettre des échanges de matériel génétique, en particulier pour les pili. Les fimbria, même si les termes sont interchangeables, je vous l'avais dit, le terme fimbria étant davantage attribué aux structures qui sont impliquées dans l'adhésion sur des surfaces. On peut observer des flagelles chez les bactéries, dans ce cas-là ils sont creux, ça peut être un ou plusieurs flagelles. On va identifier un cytoplasme dont la partie liquide constitue le cytosol. L'information génétique correspond au chromosome bactérien, c'est de l'ADN qui est le plus souvent circulaire, il peut néanmoins parfois être linéaire et qui est en général unique. Et ce chromosome bactérien est localisé dans une région de la cellule qui s'appelle le nucléoïde. Les plasmides peuvent être présents, ce sont des petites molécules d'ADN circulaires qui parfois peuvent être linéaires et qui vont pouvoir être échangées par exemple entre bactéries. On observe des éléments de cytosquelette dans les cellules bactériennes, des ribosomes, des inclusions qui sont souvent des amas de molécules qui vont servir de réserve, et puis des vacuoles qui peuvent être des vacuoles gazeuses qui ne sont pas des compartiments puisque ces structures sont délimitées non pas par des lipides mais par des protéines. Ensuite, nous avons parlé de la cellule archéenne qui présente elle aussi une grande diversité. Sa taille est de 1 micromètre en moyenne comme pour les bactéries. Les formes sont variées, coque, bâtonnet, une forme courbée, spiralée, branchée ou aplatie, avec des changements de forme possibles. La vie des archées peut être une vie isolée ou une vie en colonie, et très souvent cette vie se déroule dans un milieu extrême, on les dit extrémophiles, et le milieu extrême, je vous l'avais dit, par la chaleur, l'acidité, la salinité ou encore la pression. La structure type d'une cellule archéenne est la suivante. Vous vous souvenez, on avait vu que le schéma ressemble beaucoup à celui de la bactérie, de la cellule bactérienne, tout simplement parce que les différences entre cellules bactériennes et archéennes se situent à un niveau ultrastructural et à un niveau moléculaire. Donc on retrouve une enveloppe nucléaire avec donc la membrane plasmique constituée par des lipides, mais qui peuvent s'organiser soit en bicouche, soit en monocouche. D'autre part, ces lipides ne sont pas des esters de glycérol, mais des éthers de glycérol. Enfin, comme pour les bactéries, la membrane plasmique peut présenter des invaginations avec spécialisation. On peut observer ces éléments, comme ne pas les observer, ça dépend des espèces d'archées. Autour de la membrane plasmique, on observe une paroi de l'allure à l'allure qui va être très variée. En tout cas, il n'y a jamais de peptidoglycanes. Je vous l'ai dit, les peptidoglycanes sont spécifiques des bactéries et les parois archéennes sont constituées essentiellement de polysaccharides et ou protéines. On peut parfois observer une capsule autour de la paroi, mais elle est assez rare chez les archées.
On retrouve donc ces petites expansions, les pili, donc chez les archées. On va trouver également d'autres expansions particulières, les canules, qui sont des petits tubes assez minces qui vont relier des cellules filles, les amis qui ont la forme de grappin et suggèrent un rôle justement dans l'adhésion. La présence de flagelles aussi chez les bactéries qui ne sont pas creux comme ceux... chez les archées, donc les flagelles des archées sont pleins tandis que ceux des bactéries sont creux. Le cytoplasme est présent, la partie liquide du cytoplasme est le cytosol. On trouve de l'information génétique chez les archées qui forment le chromosome bactérien. C'est une molécule d'ADN circulaire qui est le plus souvent unique et localisée dans une région appelée le nucléoïde. Il y a des plasmides qui peuvent être présents, qui sont des petites molécules d'ADN circulaire. Des éléments de cytosquelette sont présents chez les archées, ainsi que des ribosomes, des inclusions et des vacuoles gazeuses délimitées par une enveloppe protéique et non pas lipidique. Ces éléments vont être différents entre archées et bactéries, même si d'un point de vue macroscopique, entre guillemets, ils ont le même aspect. Il y a des différences sur le plan de l'ultrastructure et sur le plan moléculaire, comme je l'ai dit précédemment. Nous en arrivons donc aux cellules eucaryotes. On trouve le titre un peu bas ici et on commence donc par s'intéresser à la diversité de ces cellules eucaryotes. Alors la taille des cellules eucaryotes est de 10 micromètres en moyenne. La forme est variable avec une diversité qui va exploser chez les eucaryotes unicellulaires. Les eucaryotes peuvent être unicellulaires, dans ce cas-là ils peuvent vivre de façon isolée ou en colonie, et il y a des eucaryotes pluricellulaires. Dans ce cas-là, il s'agit d'organismes faits de plusieurs cellules qui vont présenter une certaine spécialisation et qui sont interdépendantes les unes des autres. Nous avions souligné la complexité de la structure cellulaire pour la structure eucaryote liée à l'existence de cloisonnements réalisés par des membranes qui vont constituer des petits organes dans la cellule qu'on appelle organites. Concernant la membrane plasmique, cette membrane plasmique, évidemment, elle peut être une partie d'une enveloppe si on inclut effectivement la matrice extracellulaire. Hein, je vous ai dit, autour de cette membrane plasmique, il peut y avoir une matrice extracellulaire. Il y a toujours une matrice extracellulaire autour des cellules, mais cette matrice extracellulaire, parfois, prend une forme particulière et va former une paroi. Hein, c'est le cas pour les végétaux. Alors, si on se centre maintenant sur la membrane plasmique, celle-ci est constituée de lipides qui s'organisent en bicouches donc phospholipidiques. Les lipides sont des esters de glycérol. Dans cette membrane, on va trouver aussi des protéines membranaires dont la position peut être soit libre, soit contrainte. Elles peuvent être soit libres de se déplacer, soit elles vont toujours rester dans la même région de la cellule. Les protéines que l'on trouve dans les membranes des cellules peuvent évoluer selon l'environnement dans lequel les cellules se trouvent. Et ces protéines ont plusieurs rôles associés. Ça peut être un rôle enzymatique, un rôle dans la réception de molécules qu'on va appeler des ligands, un rôle dans le transport, un rôle dans l'adhésion, l'adhérence. Ces protéines membranaires peuvent se classer en deux catégories. D'une part, les protéines intrinsèques, celles qui sont dites intramembranaires, qui peuvent être transmembranaires ou non transmembranaires, ça dépend de la manière dont elles s'insèrent dans la membrane. Transmembranaires quand elles transpercent la membrane de part en part, sinon elles sont non transmembranaires. Et les protéines intrinsèques peuvent aussi être ancrées quand elles établissent des liaisons covalentes avec les lipides de la membrane. Les protéines peuvent être dites extrinsèques ou périphériques, c'est le cas lorsque ces protéines établissent des liaisons non covalentes avec les lipides ou les protéines donc intrinsèques de la membrane. Concernant cette membrane plasmique, nous avions dit aussi que c'est un lieu d'échange. La traversée de cette membrane peut se faire de façon directe, c'est le cas pour les molécules gazeuses, les molécules hydrophobes. Dans ce cas-là, on parle d'une diffusion simple. Et c'est un mécanisme passif qui va se faire selon les gradients de concentration, toujours du milieu où la substance est la plus concentrée vers le milieu où elle est la moins concentrée. Rappelez-vous, on tend vers l'équilibre. La traversée de cette membrane peut se faire via des protéines de transport. Dans ce cas-là, ça concerne les molécules de petite taille qui vont être prises en charge par des protéines de transport qui sont sélectives et qui peuvent être ouvertes ou fermées. Et cette ouverture, cette fermeture peut être contrôlée électriquement ou chimiquement
Quand ce mécanisme est contrôlé électriquement, on va dire que ces protéines ou ces canaux sont voltage dépendants. Si le contrôle est chimique, on va parler de canaux de protéines chimio-dépendantes. Les échanges qui mettent en jeu ces protéines de transport peuvent être passifs ou actifs. Passif, c'est le cas lorsqu'il n'y a pas consommation d'énergie, lorsque les déplacements se font selon les gradients de concentration. On parle donc de diffusion facilitée pour les solutés et puis d'osmose pour l'eau. D'autre part, les échanges peuvent être actifs. Dans ce cas-là, il y a consommation d'énergie. On va parler de transport actif primaire quand la protéine dite pompe va consommer directement de l'énergie. Ou on parle de transport actif secondaire quand la consommation d'énergie est indirecte. Dans ce cas-là, on parle de cotransport avec soit un apport, soit un antiport. La membrane plasmique peut aussi être traversée grâce à un transport vésiculaire qu'on appelle aussi transport en vrac, qui concerne donc les macromolécules qui nécessitent de l'énergie et qui va être spécifique. Il peut se faire dans les deux sens. Si les substances entrent dans la cellule, on parle d'un mécanisme d'endocytose. Pinocytose quand les substances sont plutôt petites, endocytose par récepteur quand il y a une certaine spécificité des récepteurs spécifiques en jeu, et phagocytose quand ce sont des substances volumineuses qui sont ingérées en quelque sorte. Quand ce transport vésiculaire se fait dans l'autre sens, dans le sens d'une sortie de la cellule, on parle d'exocytose. Concernant le cytoplasme, la portion liquide du cytoplasme s'appelle le cytosol. C'est un endroit où de nombreuses réactions biochimiques se déroulent puisque des enzymes y sont présentes. On retrouve des inclusions dans ce cytoplasme qui sont donc des réserves de glycogène, de lipides, triacylglycérol par exemple. On trouve dans ce cytoplasme tout un tas d'organites. Donc on trouve le noyau, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et ainsi de suite. Les ribosomes, lieu de synthèse des protéines, le protéasome qui correspond à des éléments qui vont dégrader les protéines qui au préalable ont été marquées par une molécule appelée l'ubiquitine. Et on retrouve le cytosquelette qui a un rôle de squelette et un rôle moteur, donc on peut parler d'un véritable système squelettomoteur pour la cellule. Les éléments du cytosquelette sont toujours de nature protéique et ont un aspect filamenteux. Et ce sont des structures qui sont la plupart du temps dynamiques. Ils peuvent, ces filaments, se monter et se démonter un petit peu comme un échafaudage. Les trois représentants du cytosquelette sont les suivants. Les microfilaments pour commencer, dont le diamètre est de 7 nanomètres, ce sont les plus fins. Ils sont constitués de protéines d'actine globuleuse qui ont polymérisé en actine fibreuse, elles-mêmes torsadées en hélice. Ces microfilaments peuvent former des réseaux. Et il y a des protéines associées à ces microfilaments qui sont des protéines motrices, en particulier les myosines. Les rôles sont les suivants: rôle de soutien de la membrane plasmique, rôle aussi de soutien des expansions de la membrane plasmique comme les microvillosités, mais aussi les pseudopodes, filipodes et lamellipode. Rôle dans la cytodiérèse, rôle également dans le déplacement des organites. Un autre rôle aussi qu'on peut ajouter et qui concerne essentiellement donc les animaux, qui est la contraction musculaire. Autre représentant du cytosquelette, les filaments intermédiaires. Donc leur diamètre est en moyenne de 10 nanomètres. Ils sont très variés avec les kératines, desmines, vimantines, neurofilaments, etc. Il n'y a pas de protéines motrices associées à ces filaments intermédiaires, ce qui fait qu'ils ont surtout des rôles assez passifs. Ils vont surtout intervenir dans le maintien de la forme des cellules, dans l'amarrage des organites. Les microtubules, ce sont les plus gros représentants du cytosquelette avec 25 nanomètres de diamètre. Ce sont des structures creuses dont la lumière fait 15 nanomètres. Et ces cylindres creux sont constitués de deux tubulines qui sont les monomères, les tubulines alpha et bêta. Des protéines motrices sont associées à ces microtubules, les kinésines et les dynéines. Ils ont plusieurs rôles, un rôle de transport à grande distance en formant des sortes de rails à l'intérieur de la cellule, un rôle dans la division cellulaire puisqu'ils vont construire le fuseau de division cellulaire, et ils vont aussi constituer l'armature interne des cils et flagelles. La dynamique de construction des microtubules est organisée par les centrosomes qui possèdent des centrioles dans les cellules animales et qui n'en possèdent pas dans les cellules végétales. Le noyau.
Le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire qui est constituée de 2 membranes, une membrane externe à laquelle des ribosomes peuvent s'associer et une membrane interne. Cette enveloppe nucléaire est percée de pores nucléaires qui sont des zones d'échange entre le cytoplasme à l'extérieur du noyau et le nucléoplasme à l'intérieur du noyau, et des structures appelées Volts ou Voult pour être impliquées justement dans la prise en charge de molécules impliquées donc et permettant donc de faire passer ces molécules d'un compartiment à l'autre, donc du noyau vers le cytoplasme ou du cytoplasme vers le noyau. Donc cet intérieur du noyau, on l'a dit, c'est le nucléoplasme, et le noyau contient l'information génétique sous forme d'ADN linéaire au pluriel, puisqu'effectivement chez les eucaryotes on trouve plusieurs molécules d'ADN linéaire appelées des chromosomes. Ces ADN sont associés à des protéines qui ont une allure un peu de bobine, qui sont, je vous l'avais dit, des histones. Et le bobinage est plus ou moins important, donc les ADN sont plus ou moins condensés autour de ces bobines. Et on va parler donc de chromatine très souvent quand les molécules d'ADN sont peu condensées, ce qui donne une allure de plat de spaghetti à cette information génétique. Nous nous sommes intéressés ensuite au système endomembranaire. Le noyau, je vous ai dit, fait partie de ce système endomembranaire. S'y associe le réticulum endoplasmique, qui est d'ailleurs dans la continuité de la membrane externe du noyau. Réticulum endoplasmique qui correspond à un réseau de saccules où de nombreuses réactions biochimiques se déroulent, synthèse de glucides, de lipides, réaction de transformation qui détoxique. On peut également dire que le réticulum endoplasmique est une zone de production de membranes, et on distingue 2 parties dans ce réticulum endoplasmique, le rugueux ou granuleux car des ribosomes sont associés, et le lisse car là il n'y a pas de ribosome associé. Alors, ce réticulum endoplasmique rugueux, donc il est rugueux à cause des ribosomes qui sont associés. Ces ribosomes-là, ce sont des ribosomes qui fabriquent des protéines qui sont destinées à être exportées en dehors de la cellule ou qui sont destinées à s'intégrer aux membranes cellulaires, comme nous l'avions dit. Autre structure du système endomembranaire, l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi forme un empilement de sacs aplatis, ces sacs on les appelle dictyosomes, et on distingue une face cis et une face trans. Il a différents rôles cet appareil de Golgi, il peut stocker des molécules, les trier, les modifier, également les étiqueter. Il existe des vésicules de transition qui sont des vésicules de transport, donc des structures de transport qui vont exister entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, mais aussi entre l'appareil de Golgi et la membrane plasmique, voire même aussi entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique. Autre représentant du système endomembranaire, les lysosomes, qui naissent du réticulum et du Golgi. Ce sont des espèces de vésicules qui sont, donc des petits organites, qui sont des concentrés d'enzymes en milieu acide et qui constituent le système digestif de la cellule. On a vu qu'ils peuvent fusionner avec des vésicules d'endocytose ou de phagocytose. Ils forment à ce moment-là des endolysosomes ou des phagolysosomes. Ça permet de digérer les macromolécules ou les bactéries directement qui ont été phagocytées et de récupérer ensuite des nutriments. Les lysosomes sont aussi impliqués dans l'autophagie puisqu'ils peuvent digérer des organites qui seraient abîmés ou usés. Donc, on a associé au lysosome un rôle dans le maintien de l'intégrité de l'organisme, déjà parce qu'effectivement, il va y avoir un renouvellement qui va être assuré par ces lysosomes puisqu'ils digèrent ce qui est abîmé, et puis aussi un rôle très important dans le système immunitaire, en particulier avec les cellules de défense qui sont les macrophages, dont nous reparlerons. Ils ont un rôle, ces lysosomes, aussi dans l'involution de certaines structures membranaires. Je vous avais parlé de la palmure des doigts, ainsi que de la queue du tétard, qui va disparaître au cours de la métamorphose. Les lysosomes sont impliqués en pathologie humaine. Quand ils fuient, cela peut provoquer la goutte ou la silicose, et quand il y a une enzyme qui manque du fait d'une anomalie génétique, eh bien, cela peut créer des pathologies de surcharge avec des substances qui vont anormalement s'accumuler. Les lysosomes sont absents des cellules végétales. Nous avions évoqué ensuite les peroxysomes qui vont transformer des molécules en
transférant l'hydrogène des molécules à du dioxygène, ce qui entraîne la production de peroxyde d'hydrogène, qui est une molécule toxique, mais ce n'est pas un problème parce que ce peroxyde d'hydrogène est transformé grâce à la présence d'une enzyme dans ces peroxysomes. Ce peroxyde d'hydrogène est transformé en eau et dioxygène qui sont des molécules non toxiques. Les peroxysomes donc, sont impliqués par exemple dans la décomposition de lipides ou encore pour certains peroxysomes qu'on trouve chez les végétaux et qui sont particuliers, qu'on appelle les glycoxysomes, ils sont impliqués dans la conversion de lipides en glucides. L'origine des peroxysomes est encore sujette à débat, mais a priori il y aurait une origine double qui impliquerait à la fois le réticulum endoplasmique et les mitochondries. Les peroxysomes étant néanmoins des organites qui peuvent se diviser en deux. Nous avions parlé ensuite des vacuoles qui existent chez les végétaux, les champignons et les eucaryotes unicellulaires. Leur origine correspond au réticulum et au Golgi. Plusieurs rôles sont associés aux vacuoles. Un rôle de lysosome, ça tombe bien puisque les végétaux n'ont pas de lysosome. Un rôle de stockage de réserve pour la cellule, mais aussi les déchets qui peuvent difficilement être évacués dans le milieu extérieur à cause de la paroi chez les végétaux. Stockage de pigments qui vont donner la couleur essentiellement aux fleurs, et puis stockage aussi de molécules toxiques comme des tanins ou des alcaloïdes, ce qui est un moyen aussi pour les plantes de lutter contre les herbivores. Rôle des vacuoles associé aussi à la turgescence, je vous ai dit le fait que les cellules soient gonflées, ce qui peut permettre un pore érigé aux plantes. Et on avait associé aussi un autre rôle aux vacuoles, en particulier aux vacuoles contractiles qu'on va trouver chez les unicellulaires, qui est un rôle d'expulsion de l'eau. Nous avions parlé ensuite des mitochondries. Donc les mitochondries tout court ou mitochondries aérobies, ce sont des organites qui ont la taille d'une bactérie, ce sont le lieu de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est un mécanisme qui permet de produire de l'énergie à partir de sucre et de dioxygène, et c'est pour ça que l'on dit que les mitochondries sont des centrales énergétiques. La structure d'une mitochondrie est la suivante. On observe une membrane externe, une membrane interne qui présente des replis qu'on appelle des crêtes mitochondriales, et entre ces deux membranes, un espace intermembranaire. L'intérieur de la mitochondrie, c'est la matrice mitochondriale, et dans cette mitochondrie, on trouve de l'information génétique sous forme d'un ADN circulaire et des ribosomes qui ressemblent beaucoup aux ribosomes bactériens. Nous avons évoqué le fait que les mitochondries tout court ou mitochondries aérobies font partie en fait d'une famille de mitochondries. Il y a des mitochondries, alors qu'on rencontre là chez les eucaryotes unicellulaires, qu'on appelle des mitosomes, d'autres des mitochondries anaérobies, d'autres des mitochondries productrices de dihydrogène et d'autres des hydrogénosomes. On ne connaît pas très bien les rôles des mitosomes, mais les autres sont associés à la production d'énergie, donc en absence de dioxygène. Nous avions parlé ensuite des chloroplastes qui sont présents dans les cellules végétales, où on a des plastes à deux membranes, et qu'on peut aussi trouver chez des eucaryotes unicellulaires. Dans ce cas-là, les plastes peuvent éventuellement posséder plus de membranes, jusqu'à 3 ou 4 membranes. Ces chloroplastes, donc on trouve chez les végétaux, ont la taille d'une bactérie. Un chloroplaste, c'est le lieu de la photosynthèse, c'est-à-dire la production de matière organique, en l'occurrence de sucre, qui se fait à partir de dioxyde de carbone, d'eau et d'énergie lumineuse. La structure d'un chloroplaste est la suivante. Ils sont délimités par une double membrane, une membrane externe, une membrane interne. Alors par contre, il n'y a pas de crête mitochondriale, ça il faudra que je l'enlève. Et entre les deux, on trouve l'espace intermembranaire. Concernant donc la structure interne, donc c'est ce qu'on appelle le stroma, dans laquelle on trouve des granums qui sont des empilements de thylakoïdes, et la lumière des thylakoïdes est appelée le lumen. On trouve dans les chloroplastes de l'information génétique sous la forme d'ADN circulaire et des ribosomes qui ressemblent beaucoup aux ribosomes bactériens. Il existe d'autres types de plastes, des leucoplastes, qui sont des lieux de synthèse pour les acides gras, les acides aminés par exemple, et qui peuvent être aussi des lieux de réserve. Quand de l'amidon y est stocké, on parle d'amyloplastes. Quand ce sont des lipides qui sont stockés, on parle d'oléoplastes. Quand ce sont des protéines qui sont stockées, on parle de protéinoplastes.
Existe également ce que l'on appelle des chromoplastes, pas de fonction spécifique associée, si ce n'est un stockage de pigments qui vont donner leur couleur aux fleurs et aux fruits. Alors, je vous avais parlé ensuite de la théorie endosymbiotique concernant l'origine des mitochondries et des plastes, qui propose que les mitochondries et les plastes proviennent de l'ingestion de bactéries par des cellules eucaryotes primitives, bactéries endosymbiotes qui sont devenues des symbiotes obligatoires du fait d'un transfert de matériel génétique entre ces petits organites et le noyau. Nous avons évoqué ensuite les relations entre cellules chez un pluricellulaire. Ces relations peuvent se faire via des molécules de signalisation, exemple les hormones ou encore les neurotransmetteurs. Et puis nous avions aussi parlé des contacts directs qui peuvent se faire donc entre les cellules. Pour les cellules animales, donc, nous avons évoqué 4 catégories de contacts qui jouent 3 rôles. Donc les jonctions étanches ou serrées ou zonulo-occludens qui forment un zip, comme c'est le cas, je vous le remontre sur ce sac qui renferme ma pâte à modeler. Les jonctions adhérentes ou jonctions d'ancrage ou zonules adhérence qui forment des sortes de fermetures éclairs, donc qui vont lier les cellules les unes avec les autres. Les desmosomes qui ont le rôle de boutons pression. Donc ces deux structures ont un rôle dans l'adhésion. Et puis les jonctions communicantes, donc jonction gap ou nexus, qui forment des canaux entre les cellules qui peuvent être ouverts ou fermés. Et je vous avais dit que toutes ces structures sont en relation avec le cytosquelette intracellulaire via les protéines membranaires. J'avais évoqué aussi l'existence de structures d'adhésion qui existent entre les cellules et ces substances qu'elles produisent et qu'elles libèrent autour d'elles, donc et la matrice extracellulaire. Ces structures qui réalisent l'adhésion sont les contacts focaux qui ressemblent aux jonctions adhérentes et puis les hémidesmosomes qui ressemblent aux desmosomes. Dans les cellules végétales, on a donc des cellules qui sont délimitées par une paroi et donc des dispositifs différents. En fait, les cellules peuvent adhérer les unes aux autres grâce à la lamelle moyenne, qui est une sorte de ciment entre les parois des cellules végétales. Et les cellules donc, qui sont donc enfermées dans leur petite boîte, donc dans cette paroi, ne sont en réalité pas enfermées. Elles vont communiquer les unes aux autres grâce à des tunnels intercellulaires qui existent, qui sont les plasmodesmes. Ensuite, nous avons terminé avec la présentation des virus. Nous avons insisté sur le fait que les virus ne sont pas des cellules, on parle d'une organisation acellulaire. Les virus donc, sont des agents pathogènes, on peut même parler de parasites intracellulaires obligatoires qui n'ont ni métabolisme ni multiplication, ces mécanismes étant assurés par la cellule hôte, qui est la cellule parasitée. C'est pour ça que je vous avais dit que tout cela ouvre sur la question à savoir est-ce que les virus sont vivants ou non vivants, qui est une question en débat. Les virus donc, peuvent présenter deux formes. Une forme extracellulaire inactive, une forme intracellulaire active, et ils peuvent avoir différents types d'hôtes, mais ils sont à chaque fois spécifiques de ces différents hôtes. Donc les virus bactériens appelés bactériophages ou phages sont spécifiques des cellules bactériennes, les virus archéens spécifiques des cellules bactériennes, les virus eucaryotes spécifiques des cellules eucaryotes. Et bien sûr, il va y avoir aussi des spécificités au niveau de l'espèce. Ces virus peuvent être décrits, on va parler dans ce cas-là de particules virales ou de virions, c'est la structure inerte, et donc un virus va avoir l'organisation suivante, on va trouver du matériel génétique, donc de l'information génétique, c'est ce qu'on appelle une nucléocapside, qui peut être de l'ADN ou de l'ARN, simple ou double brin, linéaire ou circulaire, et qui peut être segmenté. Je vous avais dit que la plupart du temps, pour les virus à ADN, on est plutôt sur de l'ADN double brin, et pour les virus à ARN, sur de l'ARN simple brin. Autour de ce nucléocapside, on va avoir une coque protéique, donc qu'on appelle la capside, avec différentes formes. Je vous avais dit hélicoïdale, icosaédrique ou une forme plus complexe, ce qu'on avait illustré. Il peut y avoir en plus, mais ce n'est pas le cas pour tous les virus, une enveloppe lipidique qui provient donc de l'hôte et dans laquelle des protéines virales sont insérées.
Quand l'enveloppe lipidique est présente, le virus est dit enveloppé, mais je vous ai dit cette enveloppe peut ne pas être présente. Dans ce cas-là, le virus sera dit virus nu. Et enfin, il peut y avoir à l'intérieur de la capsule des enzymes qui sont inactives et qui auront un rôle à jouer une fois que le virus aura commencé à parasiter la cellule hôte. Alors, concernant le cycle viral, je ne vous en ai pas parlé, nous en parlerons dans le chapitre donc sur la biologie moléculaire. Et enfin, nous avions évoqué d'autres agents infectieux acellulaires qui sont les viroïdes constitués uniquement d'ARN et les prions qui sont uniquement des protéines. Donc, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à très bientôt.